possible de se la donner tous les jours, travailler comme un gros chien et ne pas pouvoir tomber sur une opportunité ou tomber sur un bon coup, sur une bonne association. Peut-être que l'opportunité, ça va être juste de rencontrer une personne, ça va te faire rencontrer une autre personne qui va t'aider à lancer ce projet que tu avais en tête depuis je sais plus combien d'années. Mais si tous les jours, en fait, tu te mets dans les conditions nécessaires pour que l'opportunité tombe sur toi, il n'y a aucun monde où ça marche pas. Si moi, à 18 ans, je réussis à sortir 6300 € par mois juste avec l'intelligence artificielle, parce que c'est un peu la tendance, tu vois, tu te retrouves en 2018, tu lançais une boutique dropshipping, tu peux aussi faire 6300 € par mois facilement. Mais juste être aveugle sur ces opportunités qui sont simples et qui se présentent à toi tous les jours, c'est juste un peu de la débilité française. T'as toujours ce mec qui va te dire faut que tu sois prêt mentalement, faut que tu réfléchisses à tout, pense-toi, tu verras. Et en fait, c'est quand tu reçois ta première vente que tu te dis putain, j'ai bien fait de me lancer sans réfléchir en fait. Parce que celui qui va trop réfléchir ne va jamais se lancer pour la simple et bonne raison qu'en fait, il va penser d'abord à l'échec avant de penser à sa réussite. Tant que pour l'instant ça marchera pas, ce sera gênant. Mais le jour où tu vas avoir une vidéo qui va péter, qui va faire 500, 600, 1 million de vues, bah là par contre ça va plus être gênant. Là tu vois, les gens ils vont un peu idolâtrer à faire ah ouais, mais en fait ça marche. Tant que ça marche pas, c'est gênant. Le jour où ça marche, c'est incroyable. Je m'appelle Mathéo, j'ai 18 ans, j'ai fait plus de 12 000 € sur les 2 derniers mois grâce au SaaS. Et aujourd'hui, du coup, je vis à peu près de ça, mais parallèlement à ça, je suis aussi étudiant. Et aujourd'hui, du coup, on a book ce studio pour pouvoir discuter SaaS, business en ligne en général. Mais je suis pas tout seul, je suis accompagné de Stan, mais qui est pas du tout dans le domaine des SaaS. Mais il va mieux vous expliquer que moi. Donc moi, c'est Stan, j'ai du coup 25 ans. Moi, je suis dans le domaine de l'OFM qui est complètement différent de ça, comme vous pouvez voir. Mais c'est un business qui marche tout aussi bien pour moi dans ce milieu-là depuis un petit moment. Donc voilà. Ok, bon, première chose, je pense qu'on va aborder, c'est comment toi, tu as voulu commencer à entreprendre, parce que je sais que je t'avais vite fait brancher sur les SaaS, tu étais déjà branché sur l'OFM un petit peu avant. Pourquoi tu as voulu essayer de lancer ce business en ligne, pas choisir une voie traditionnelle, faire comme tout le monde fait, être CDIsé? Pourquoi tu as voulu te lancer? Moi, la seule raison pourquoi j'ai voulu me lancer, c'est par rapport à mes anciennes expériences que j'ai pu avoir, du coup, comme les gens pouvaient avoir dans tout ce qui est alternance, tout ça. Parce que j'ai travaillé dans les supermarchés, ce que j'ai pas aimé du tout. Parce que voir quelqu'un me diriger, au final, ça m'a pas plu. Et je me suis dit qu'en fait, je devais devenir mon propre patron, que ce soit par n'importe quel moyen. Et en fait, je me trouvais vraiment distant avec les gens, j'avais du mal à parler avec eux. Donc du coup, je me suis dit que me renfermer un peu pour créer mon propre business et être tout seul, en fait, ça serait vachement mieux. Et du coup, voilà pourquoi je me suis dit que lancer le business en ligne qui va changer ma vie, ça a été la meilleure opportunité. Et pourquoi l'OFM? Pourquoi l'OFM? Je sais pas, c'est un business qui est vraiment venu comme ça. C'est venu comme ça parce que j'ai regardé sur internet, je tapais vraiment, mais tout bêtement, quel business marche le mieux. C'était vraiment en 2023. J'ai vu l'OFM, dropshipping, j'ai testé le dropshipping, ça n'a pas marché. Je me suis dit, je vais tester l'OFM. J'ai mis du temps avant de me lancer parce que du coup, j'avais une copine à ce moment-là, elle voulait pas, tout ça, enfin bref, galère. Et quand je me suis lancé, au final, j'ai eu un déclic comme ça. Et quand je me suis lancé, en vrai, je pouvais pas m'arrêter. Genre, trop bien. Ça me fait rire quand tu me dis que le dropshipping, ça n'a pas marché. J'ai essayé, moi, en 2022, 2023, dropshipping. Je me rappelle, j'avais 15 ans, j'étais en classe de seconde. Et pendant les vacances d'hiver, avec tous mes potes, tous les jours, on s'était dit, on se lève à 8 heures, on joue aux jeux vidéo toute la journée et tout. Et un jour, je me connecte à 8 heures, il n'y avait personne. Et du coup, je me dis, tu sais quoi, je vais aller sur YouTube. Et là, je tombe sur une vidéo, celle de Yomi Denzel pour pas le citer. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer. Et j'ai passé mes journées, toutes mes vacances, mes 2 semaines, juste à vouloir lancer cette boutique. J'ai dû passer bien 2-3 semaines uniquement sur le drop. J'ai eu 0 résultat. J'ai perdu un peu d'argent avec les abonnements Shopify, commander des produits, lancer quelques pubs, tout ça. Et ensuite, je suis tombé sur un autre infopreneur à ce moment-là qui proposait des accompagnements pour lancer une agence SMMA. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer. Du coup, en gros, je proposais des prestations de services à des entreprises en B2B pour qu'elles puissent déléguer leur création de site web, des campagnes publicitaires, etc. Et moi, je les déléguais à quelqu'un d'autre. Et du coup, à 15 ans, avec ce business-là, c'est ce qui m'a permis de faire 1500 €, juste ma première vente à 15 ans. Je devais partir en vacances en Crète et la veille, j'ai appelé mon père après avoir passé mon appel de closing, justement. Et je lui ai dit, ouais, j'ai vendu 2 sites web pour 1500 €. Je me rappelle, j'avais 15 ans, je devais partir en Crète et tout ça. C'était un peu une folie pour moi à ce moment-là. Mais du coup, j'ai fait ça pendant 1 an et demi à peu près, je pense. J'étais associé avec mon meilleur pote. Mais il faudra qu'on revienne sur l'association parce que j'étais fan, mais je le suis plus forcément. Et de là, après, je suis passé sur les SaaS IA petit à petit parce que SMMA, c'était trop limité. Et puis, à un moment donné, c'était plus forcément le business qu'il fallait lancer. Et j'ai découvert les SaaS. Du coup, maintenant, je crée des logiciels grâce à l'IA parce que je ne sais pas écrire une seule ligne de code. Et ensuite, je les vends, soit au téléphone, soit sur les réseaux sociaux, plus sur les réseaux sociaux. Et franchement, c'est top. Ok, c'est bien en vrai comme parcours. Au moins, tu as eu de l'expérience déjà à ton âge parce que du coup,
Moi, je l'ai vécu, mais beaucoup plus tard. Genre, je devais avoir 18 quand j'ai vraiment commencé dans ce milieu-là, mais basiquement dans le dropshipping. Et là, du coup, j'en ai 25, donc ça fait une grosse marge où j'ai rien fait parce que du coup, à ce moment-là, ben, Ouais. je suis un peu tombé dans ce cercle vicieux de bon, ben, je vais prendre mon CDI comme tout le monde, je vais rien faire et tout. Et là, récemment, genre il y a quelques mois, je me suis dit non, en fait, bah, bouge-toi, genre, va faire quelque chose. Tu peux pas rester là, prendre ton CDI, toucher ton SMIC et te payer un loyer toute ta vie. Genre, c'est nul, tu vois. Tu peux pas bouger, t'es obligé d'attendre 5 semaines de vacances par an. Genre, nul. Donc, du coup, je me suis dit, ben bouge-toi. Mais toi, tu as de la chance de l'avoir fait plus tôt. Mais j'aurais aimé, mais le problème, c'est que j'ai pas eu le déclic, j'ai eu bien trop tard. Mais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais quand même. Mais tu sais que moi c'est une chance de fou, parce que du coup, j'ai que 18 ans, je paye pas de loyer, je paye pas de bouffe, je paye rien, je vis chez mes parents. Tout ce que je gagne, je fais mes déclarations d'impôts et derrière, bah, je le mets dans ma poche. Surtout que moi, j'ai des marges super élevées avec les SAS. Je pas 50% à donner à une modèle ou quoi que ce soit. Surtout, en fait, je réceptionne l'argent. Je paye le logiciel qui me permet de dev mes SaaS. J'ai éventuellement quelques coûts de marketing. Et ensuite, derrière, bah, je paye les impôts et je prends dans ma poche. C'est pour ça que c'est cool. Mais tu me disais, genre, pour toi, un parcours classique, c'est pas adapté, c'est pas la solution qui pour toi est la meilleure. Tu te vois où dans 3 4 5 ans? Tu te vois comment? Dans quelle situation? À moi, ça tiendrait qu'à moi, je serais déjà aux États-Unis. Mais voilà, ma situation à l'heure actuelle m'en empêche. Mais moi, dans quelques années, je me verrais bien gagner vraiment des grosses sommes d'argent par mois parce que je sais que j'en ai l'envie et je vais y arriver. Et soit m'expatrier dans un autre pays qui, fiscalement parlant, me permet de gagner encore plus et de pas me niquer, entre guillemets. Et du coup, sinon, vivre mon rêve que j'ai toujours voulu faire et partir aux États-Unis. Genre, ça, c'est vraiment le Saint Graal pour moi. US, c'est bien. T'es déjà allé? Non, Pourquoi? pas de sous. Je suis toujours broke encore. Ça Tu sert à rien. becques avec le FM maintenant. Oui, mais pas encore. Je préfère encore attendre plutôt que de me dire, vas-y, j'ai réussi un petit peu et je vais pas tout claquer maintenant. Genre, ça sert à rien. Genre, des gens qui vont avoir, genre, on va dire 10 000 balles de bénéfices, ils vont prendre 5 000 avec la modèle parce qu'ils prennent 50% et ils vont se dire, bah vas-y, je m'expatrie à Dubaï. Mais en fait, c'est trop compliqué parce que tu vas arriver là-bas, tu vas payer 3 000 € de loyer, t'as 2 000 € ben, pour la bouffe et ensuite, ben, tu fais quoi? Genre, t'as plus Ouais. rien. Genre, au final, la vie que tu vas avoir à Dubaï, tu vas avoir la même en France, mais là-bas, tu vas survivre. Alors que là, ici en France, pour l'instant, avec 5 000 €, tu peux t'en débrouiller. Et c'est quoi, depuis que tu t'es lancé, le meilleur sentiment ou le truc qui t'a le plus marqué, où t'as vraiment senti qu'en fait t'étais vraiment sur le bon chemin et que c'était en train de marcher et que business en ligne c'était pas bullshit? Bah, dès que j'ai fait ma première vente, dès que j'ai vu la première vente arriver en dropshipping au tout début. Ah ouais? Genre quand j'ai commencé le dropshipping, la première vente que j'ai fait, parce qu'en fait quand je dis ça a pas marché, c'est juste j'ai rentabilisé mon site et voilà, genre j'ai pas fait des 100 et des 1000. Ouais. Parce que j'avais pris un accompagnement à 2000 balles et j'ai remboursé cet accompagnement mais sans plus. Et la première vente que j'ai fait, avec la première notif sur mon téléphone que j'ai reçu et le premier virement après, satisfaction. Genre Ah vraiment ouais. grosse satisfaction et je me dis bah en fait, ouais, je peux y arriver. Et après ben malheureusement, j'ai eu ce petit trou et là du coup maintenant on refait surface dans un autre business et là ça va marcher. Mais en vrai, moi, c'était un peu pareil, mais c'était un peu différent. Enfin, en fait, à 15 ans, je pense, j'avais pas vraiment la clarté d'esprit et la lucidité de me dire, bah, je viens de prendre 1 500 €, je viens de prendre plus d'un SMIC en une soirée, en passant un appel. En fait, à 15 ans, j'ai quand même réussi à close un deal à 1 500 € avec une entreprise en B2B, alors que la déclaration d'entreprise était même pas finie, sachant qu'elle était même pas à mon nom vu que j'étais mineur. Et finalement, bah, à ce moment-là, je pense que j'ai eu la petite prise de conscience un peu plus tard. Et en fait, par contre, quand je suis passé sur les SaaS, je l'ai déjà dit 45 fois, mais la première vente que j'ai fait, c'était un cours d'espagnol. Tu sais, on a un cours d'espagnol le jeudi matin, là, actuellement, je suis en études sup, c'est pas très long, je fais qu'un BTS. Et on a cours d'espagnol pendant 2 heures le jeudi matin. Sauf qu'on a un prof super cool, ça se passe super bien, et même des fois, si on n'est pas méga attentif, ça l'importe peu, tu vois. Et à un moment, j'allume mon tel, j'ouvre Stripe, parce que je voulais voir s'il y avait des nouveautés éventuellement. En fait, j'avais juste publié mon SaaS sur le web. J'avais pas fait de marketing, j'avais ramené aucun trafic, j'avais absolument rien fait. Et j'ouvre Stripe et je vois volume brut 65 balles. Je comprenais pas. Je me suis dit, j'ai publié un site sans même avoir ramené de trafic, j'ai déjà fait une vente. Et là, c'est là où j'ai une mini déclic parce que j'ai fait moins 600 au début de la création de mon SaaS pour après faire plus 6, 10, 12 000. Parce que là, du coup, bah, pour l'instant, de frais mensuels, je crois, j'ai 80, 100 balles. Et du coup, je fais des mois à 5, 6, presque 7 000. Je crois, janvier, j'ai fait 6 300. Et c'est une folie. Mais le sentiment et la dopamine que tu ressens sur ta première vente, c'est exceptionnel. Non, mais il n'y a pas de meilleure satisfaction que ça à partir du moment où tu te lances. Genre, tu te lances. En fait, le plus compliqué pour moi, c'est la phase de je me lance. Genre, Ouais. j'y vais. Parce que, ouais, en fait, t'as toujours ce mec qui va te dire faut que tu sois prêt mentalement, faut que tu réfléchisses à tout. Non, lance-toi, tu verras.
Et en fait, c'est quand tu reçois ta première vente que tu te dis putain, j'ai bien fait de me lancer sans réfléchir en fait. Parce que celui qui va trop réfléchir ne va jamais se lancer. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, il va penser d'abord à l'échec avant de penser à sa réussite. Alors que le mec qui est bête, on va dire, il va se dire j'y vais, j'y vais. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il a même pas anticipé. Donc en fait, il est quasiment sûr de réussir. Parce qu'il va tout faire pour réussir. Parce qu'il n'a pas ce sentiment d'échec qui pourrait potentiellement arriver. Et dès que tu arrives à cette première vente là du coup pour toi, mais c'est un moment de satisfaction, tu te dis en fait ouais, je me suis lancé, mais là ça va pas s'arrêter. Genre je vais continuer. Et en fait ça te motive encore plus pour continuer d'aller chercher encore plus. Et après ça tombe, et c'est là où tu gagnes plus et du coup ça te donne envie. Enfin, ce sentiment là, c'est vraiment, il n'y a rien de mieux. Et puis même pour rebondir, je vois pas comment toutes les personnes qui ont peur d'échouer ou qui veulent pas se lancer et tout ça, surtout toi et moi, tu vois, on habite dans la même ville, c'est ma ville natale d'ailleurs. Toutes les personnes qui ont mon âge et qui voient qu'en fait je suis étudiant et j'arrive à sortir des salaires d'ingénieur ou de médecin en parallèle des études ou juste en fait en travaillant 1 heure, 2 heures par jour, parce que du coup je suis toujours dans les études, c'est compliqué de pouvoir bosser énormément. Comment tu veux pas te lancer et juste peut-être jalouser la situation d'un mec qui fait des salaires de fou parce que lui il a eu peut-être cette audace ou cette arrogance de vouloir essayer et se lancer sur les réseaux, mais en parallèle de ça, mettre du temps sur le développement de SaaS. Et puis en fait, ça te permet de faire presque 5 chiffres par mois alors que tu as 18 ans. Il n'y a rien de mieux. Hein. Et les gens ne pensent pas. Faut vraiment se lancer. Genre, tu te dis pas, ouais, j'ai peur de pas réussir, je vais échouer. Lance-toi, genre, chut, tu fais, tu vois. Parle-moi juste de ton expérience avec les SaaS. C'était quoi que tu avais voulu dev? Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu l'as mis peut-être en pause? Alors, moi, j'ai commencé les SaaS, du coup, grâce à toi, parce que tu m'avais un peu mis dedans vite fait. Et je me suis dit, je vais créer un SaaS parce que moi, le matin, je mets de la crème et tout ça sur le visage. Je me suis dit, en fait, s'il faut, je suis pas le seul à le faire. Donc, je vais peut-être créer un SaaS qui va t'expliquer comment tu vas mettre de la crème, quelle crème tu vas mettre en fonction de ta peau. Et en fait, c'est un SaaS qui va faire une capture d'écran de ta tête, qui va analyser. Et ensuite, toi, de ton côté, tu vas avoir un compte rendu avec les produits à acheter, proche de chez toi, dans les magasins, soit les magasins spécialisés, soit les grandes surfaces. Et ensuite, tu auras ta routine qui va s'installer. Et en fait, ça te permet d'avoir une meilleure peau. Si jamais tu vas en vacances à la mer, ça va t'expliquer comment faire par rapport au soleil, par rapport aux UV, par rapport à l'eau, tout ça. Et en fait, j'avais bientôt fini. Sauf que du coup, à ce moment-là, j'ai en parallèle continué de recruter des modèles, tout ça. Et j'ai recruté du coup une modèle du coup en OFM, parce que je faisais les deux à ce moment-là. Et du coup, la modèle, j'ai vu qu'elle avait un gros potentiel. Donc du coup, je me suis mis avec elle. Et du coup, pour l'instant, en une semaine, sans trafic, sans rien, juste avec du contenu qu'elle avait déjà et quelques clients, j'ai fait 1700 € cette semaine, que avec elle. Et ton plus gros client, t'as ramené combien sur les 1700? Sur 1700, il a ramené 1300. Ouais. C'est fort quand même. Ouais. Mais t'imagines quand même la détresse des gens pour lâcher genre 1300 dans une meuf qui voit sur un téléphone. C'est pas une... Moi, j'appelle pas ça une détresse, j'appelle ça une dépendance affective, dans le sens où le mec, il est tout seul, il vit tout seul, il a pas de copine, il est timide. Donc en fait, il se cache derrière un téléphone parce qu'il a peur de vaincre cette timidité. Et le fait de se cacher derrière ce téléphone, ça lui permet, entre guillemets, de s'extérioriser d'une certaine manière. Et le fait de parler avec une fille qui ne voit pas, il peut un peu plus se lâcher. Parce que si jamais il dit une connerie ou quoi que ce soit, ou qu'il est timide, il éteint son téléphone, il le pose, la timidité, elle s'en va. Et donc en fait, toi tu crées une relation avec lui, lui il pense créer une relation avec une vraie femme, malheureusement pour lui, et du coup après, tu peux lui vendre du contenu. Et lui, il est satisfait parce que du coup il a vaincu cette timidité, il parle à une meuf qui n'aurait jamais pensé parler, et il a du contenu exclusif. Ouais, sauf que voilà. tout le monde le voit. Mais c'est triste quand même. Roland, 64 ans, qui pense parler à Emma mais qui parle à Stan, en train de chatter sur son Mac à 2h du matin. Ouais, malheureusement, mais bon, après, c'est comme ça, hein, que je te dis. Après, genre, c'est pas de l'argent sale, tu vois. Tout est légal dans ce que tu fais, t'es déclaré, tu payes tes impôts et tout. D'ailleurs, en parlant d'impôts, France, pas France, tu payes beaucoup. Enfin, France, oui, pour commencer, mais après, quand tu commences à gagner beaucoup, chiant. Parce que tu te fais vite niquer, parce que c'est pas un pays d'entrepreneurs, c'est juste un pays où ils niquent ceux qui, entre guillemets, gagnent. Enfin... Je vois plein d'entrepreneurs qui sont basés en France, des mecs avec qui je bosse, avec qui je collabore. Et quand ils m'envoient leurs RIB, c'est des RIB et une société qui est basée au Royaume-Uni. Et en fait, je me suis pas suffisamment renseigné parce que pour l'instant, tu vois, j'ai qu'un petit statut vu que pour l'instant, je suis majeur depuis pas longtemps. Et du coup, mon ancienne micro-entreprise qui n'était pas à mon nom, je l'ai fermée pour maintenant ouvrir la mienne qui est à mon nom. Mais quand je bosse avec des personnes et que des fois, je dois faire mes virements, tu vois, pour des prestations de services ou quoi que ce soit, il y en a plein. Je vois qu'ils ont ouvert un compte au Royaume-Uni, leur société elle est déclarée au Royaume-Uni. Je sais pas comment ça marche.
si c'est 100% légal, parce que du coup, j'avais vu plein de podcasts et je m'étais méga intéressé, mais il y a une histoire comme quoi tous les mecs qui sont à Dubaï et qui vendent plein de produits qui sont en France, que ce soit des formations ou même des produits des physiques, tu vois, du e-commerce, mais il y a une notion qui est super importante, c'est d'intérêt économique. Et ben, les intérêts économiques de ces personnes-là, de ces vendeurs, ils sont pas soit à Dubaï, soit au Royaume-Uni, soit en Irlande, ou je sais pas là où ils s'expatrient, mais ils sont en France. Et vu que tes intérêts économiques sont en France, je me demande s'il n'y a pas quand même une possibilité que l'État français bah, te rattrape et que finalement, bah, soit tu prennes une grosse amende, soit tu dois payer tes impôts en France. C'est compliqué. Peut-être. Peut-être le truc, c'est que moi, après, niveau côté déclaration, tout ça, niveau SaaS, je connais pas trop, tu vois. Mais je sais que niveau OFM, il y en a beaucoup qui ouvrent des LLS directement aux US. Ah ouais. Parce qu'en fait, tout ce qui est conformité, réglementation, tout ça dans l'OFM, aux États-Unis, il y a très peu de réglementation. Hmm. Genre en France, Ouais. ils veulent tous nous faire tomber. Genre tous, quoi qu'il arrive. Toi, tu vas créer des SaaS, on va te dire, tu vends des produits qui incitent les gens à faire de la création de produits. Ben, peut-être que dans 2 ans, ils vont te dire, vous n'avez pas le droit parce que vous incitez à dépenser de l'argent. Tu vois, et En fait, là, dans le business de l'OFM, ils te disent qu'en gros, tu n'as pas le droit de manager une modèle. Oui, mais tu la manages, ok, mais tu l'aides à créer du contenu. Donc en soi, tu l'aides aussi à créer du contenu. Une social proof, tout ça. Elle a un joli compte Instagram qui peut lui rapporter du coup des partenariats avec des marques, qui peut du coup lui potentiellement la sortir de ce milieu de entre guillemets OnlyFans ou mime et lui créer une meilleure vie après. Mais ça passe par là. Mais en fait, j'ai l'impression que dès le début, on va essayer de t'enterrer direct. Pour pas que tu sortes de l'eau, que tu restes dans ce système. en soi, je pense qu'il y a un statut en France qui est méga important et pertinent et qui du coup pousse les gens à se lancer. Surtout, je crois que c'est les 18-25 ans, il me semble, c'est que tu es éligible à l'ACRE. L'ACRE en France, c'est que je crois pendant la première année où tu ouvres ta micro-entreprise ou même un autre statut, tu es éligible qu'à 10 ou 11% d'impôts. 10, ouais. 10. Voilà, du coup, tu vois, tu réduis tes impôts par deux, mais finalement, sur un an, bah, du coup, tu te retrouves presque dans un paradis fiscal, tu vas payer que 10% d'impôts. Sauf que l'année d'après, tu repasses à 21 ou 24, je sais plus exactement. Du coup, tu payes plus d'impôts, sauf qu'une fois que tu auras atteint le plafond de ta micro-entreprise, tu vas devoir passer en société. Sauf que quand tu vas passer en société, bah, tu vas encore plus te faire démonter par les impôts. C'est Et ça. après, si tu veux, je sais pas, prendre un salarié et que tu veux arrêter de bosser avec juste des prestats de services, bah, tu vas avoir des charges de personnel, des charges patronales. Enfin bref, ça va être super compliqué. Après, tu as tout ce qui est impôt sur le revenu. Il y a un statut qui en soi finalement est super important et qui pousse tout le monde à se lancer, c'est la micro-entreprise avec l'éligibilité à l'ACRE si tu as entre 18 et 25 ans. Mais tous les autres statuts, c'est super compliqué à la fin de dégager beaucoup de bénéfices, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que du coup, il y a plein de personnes qui s'expatent. Mais le système français, il garde toujours ce même système fiscal. Et du coup, c'est compliqué de pouvoir dégager beaucoup d'argent. Ça pousse les gens à s'expater, ça attire pas d'entrepreneurs. C'est exactement ce que Bernard Arnault il expliquait, c'est qu'en gros toutes les grosses fortunes partent parce qu'en fait ben, on te fait payer beaucoup parce que tu gagnes beaucoup et même si tu gagnes pas beaucoup on te fait quand même payer beaucoup. Donc en fait à partir du moment où tu gagnes un petit peu, ben, tu veux partir parce que du coup tu veux quand même garder ton argent. Tu travailles pas pour Ouais. l'État à 100%, mais ils t'en prennent quand même une grosse partie. Alors que tu vas, je prends l'exemple de Dubaï parce que c'est un peu le pays de rêve là-bas entre guillemets pour les entrepreneurs. Tu vas là-bas, sur 1 million d'euros que tu vas générer, tu vas devoir payer 5%. Ouais, En je France, sais même pas si c'est 5. sur 1 million, tu vas payer 45. Donc, Ah ouais, c'est-à-dire bah, que ça sur fait 1 million d'euros, il te reste 550 000. Alors que tu as c'est travaillé fou. pour ces 1 million d'euros. Et c'est ça qui démotive les gens et je comprends totalement. C'est normal. En France, ouais, c'est compliqué. En fait, je pense que du coup, le système de vouloir taxer les plus grosses fortunes, je crois, je sais plus quel parti politique, c'était un parti de gauche, je me demande si c'était pas LFI, qui, du coup, l'impôt par tranche de revenus, plus de 400 000 euros, la tranche qui est supérieure à 400 000, elle impose à 90%, ils avaient proposé. C'est Du coup, énorme. par tranche, c'est-à-dire que tes 400 000 premiers euros, ils étaient imposés par, du coup, plusieurs tranches, mais la tranche supérieure à 400 000 euros par an, tu étais imposé à 90%. Comment tu veux attirer des entreprises, la création d'entreprises, favoriser l'entrepreneuriat, autant pour les jeunes que pour des personnes qui voudraient éventuellement s'implanter en France, avec des tranches qui sont aussi grosses? Rien que le système actuel, il est méga compliqué. Alors si en plus de ça, tu essaies d'imposer des tranches qui sont supérieures à 90%, si tu gagnes plus de 400 000 euros par an, ok, c'est énorme 400 000 euros par an. Mais 90%, c'est pire. Ah, mais c'est la France, j'ai envie de dire, malheureusement. On le L'État-providence. sait depuis un petit moment et moi, je le vois parce que du coup, ben, quand je parlais avec le père d'un pote à moi qui gagne vraiment pas mal, en gros, il se paye qu'un dividende parce qu'il est moins imposé. Mais en fait, si tu connais pas ce système financier, ce montage financier à faire,
en fait, tu te fais, entre guillemets, niquer dans tous les cas. Ouais, tu peux faire plein de T'es trucs avec les obligé, holdings, sauf que. t'es obligé de faire un montage financier. Ouais. Obligé. Si tu fais pas son montage financier, tu te fais niquer dans tous les cas. Son salaire, il a un patrimoine immobilier d'environ 150 millions d'euros. Son salaire, par mois, 13,48 €. C'est vraiment pas une blague, 13,48 €. Et il se paye qu'en dividendes, parce qu'il est beaucoup moins taxé. Il se payerait pas en dividendes, il prendrait le même salaire que ses dividendes. Mais en salaire, du coup, ben, pour lui, il serait taxé à 45%. Ouais. Flat tax, Énorme. Flat tax, t'es à 30%, mais avec un PEA ou plein d'autres montages, tu peux être un petit peu moins. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais par exemple, on en parlait déjà un petit peu avant qu'on puisse discuter ici sur le podcast, mais la boiserie, Mhm. il a un système financier et une holding, mais qui est tellement solide. Le mec en France, il arrive à acheter des châteaux, à avoir plein de voitures de luxe, à avoir un tank chez lui. Il a je sais pas combien d'hectares, mais c'est uniquement, je pense, parce qu'il a un expert comptable Ouais, c'est surtout incroyable. que même sans parler forcément d'acheter des trucs, c'est même pour monter des holdings. En fait, il prend sa holding, puis il fait une maison mère qui va l'aider à monter sa startup. Enfin, c'est vraiment un montage. Genre, si tu t'y connais pas, tu peux pas le faire. Ouais. C'est pas possible. C'est pour ça, Et il le est... problème, c'est que la France, on t'apprend pas du tout ça. Si tu vas pas chercher l'information, si entre guillemets tu t'intéresses pas et que tu veux te lancer juste bêtement parce que tu as de l'ambition et tout ça, si tu le sais pas, en fait tu vas te lancer, puis tu vas vite revenir à la réalité, tu vas dire ah ouais en fait c'est plus dur que prévu. Parce qu'en fait on t'apprend pas tout ça, donc en fait on te dit pas où placer ton argent, on te dit de mettre sur ton livret A, bon on sait à quoi ça sert, hein. 1,5%, je crois, non? Voilà, c'est super intéressant, hein. Et ensuite on te dit pas comment l'utiliser non plus. On te dit pas qu'il faut investir en toi, on te dit, ouais, bah écoute, si tu veux t'acheter une voiture, vas-y. Il faut faire un crédit, il faut faire ci. Fais un apport, ouais. Est-ce que tu Bah as ouais, des mais investissements? moi pour l'instant, non. Non. Pour l'instant, non, mais peut-être Moi, ce que je dans fais, c'est l'immobilier. que ce que je fais et ce que je recommande parce que ça marche vraiment bien, c'est de passer sur des ETF en bourse. Bah, je pense qu'il y a déjà plein de personnes qui le font. Mais si tu veux la rentabilité moyenne, je prends par exemple le plus connu, le S&P 500. Je sais plus ce que c'est la moyenne annuelle, mais je crois que c'est 8%, tu vois, par rapport à l'inflation et par rapport à surtout le peu que peut te rapporter ton livret A. Bah, c'est super important et pertinent d'investir sur ce type d'action parce que derrière, tu as une rentabilité qui est puissante et tu fais beaucoup moins face à l'inflation que si tu as juste un livret A. Parce que 1,5% par an, c'est un peu du foutage de Ouais, mais gueule. pourquoi on va te dire de pas le faire? Ouais, parce qu'en France, on n'éduque pas financièrement les gens à investir. Parce qu'on va te dire, attention, tu peux en perdre. Parce qu'on va d'abord te dire de faire attention à pas perdre plutôt que de gagner. Ah, On mais va d'abord te dire, le livret A, tu gagnes que 1,5%, mais au moins tu es sûr de gagner. Alors que si on te dit, ouais, mais mets sur les ETF, tu peux gagner 8%, tu vas mettre sur les ETF, sauf que le français, il va pas te dire ça, il va te dire, fais attention, tu peux perdre. Mais au lieu de penser à perdre, pense à gagner, je suis à plus tu vois. 11% sur mes ETF. Certes, il faut voir aussi la perte parce que, ok, je suis à plus 11. Avant d'être à plus 11, l'été dernier, j'étais à moins 13. Je sais plus quand exactement. Mais en fait, même quand j'étais à moins 13, il faut pas voir ça. Oh putain, il faut que j'exite toutes mes positions. J'ai perdu de l'argent, moins 13%. Vite, 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 il faut que je perde le moins possible. Bah non, moins 13, j'ai continué à acheter des actions. Quand justement elles descendaient, bah, enfin, plutôt des ETF. Et du coup, bah, en fait, petit à petit, en ayant un plan d'épargne tu vois, qui était pertinent, bah, je commençais à remonter petit à petit. Et du coup, bah, je suis passé de moins 13 à plus 11. Mais investir sur un livret A et mettre toute ta thune sur un livret A, non. Mets tout sur le PEA, pas sur le livret A. Ouais, mais le problème, c'est qu'on n'est pas éduqué financièrement comme ça. Non. C'est vraiment le système français qui t'éduquera pas comme ça pour la simple et bonne raison que on n'est pas né avec cette mentalité. Et les parents ne sont pas nés avec cette mentalité. Et t'en as peut-être un qui va sortir du lot, qui va expliquer à ses enfants comment faire, et ils vont monter un truc financier, ils vont réussir. Mais les trois quarts des gens ne savent pas faire ça. Parce que eux-mêmes n'ont pas appris ça. Et ça va de génération en génération. Parce qu'on vit dans un monde où, en fait, bon, c'est malheureux de dire ça, mais les gens sont des PNJ. On leur dit CDI, 1400 par mois, t'as une maison, fin. Et tu demandes tes congés par an. Tu les demandes. Genre, tu les demandes. Tu peux même pas les prendre. Tu les. Je sais pas. Non, en vrai, le SMIC, c'est quand même méga bullshit. Et je pense que c'est aussi surtout à l'école qu'on éduque comme quoi, bah, en vrai, tu fais un SMIC, c'est pas grave, ça suffit. Mais peut-être que au bout de tant d'années dans l'entreprise, tu pourras demander une augmentation et tout. Mais finalement, gagner un SMIC, c'est ce qu'il y a plein de personnes qui peuvent faire en 1, 2 jours, tu vois. Si moi, à 18 ans, je réussis à sortir 6 300 € par mois juste avec l'intelligence artificielle, parce que c'est un peu la tendance, tu vois. Tu te retrouves en 2018, tu lançais une boutique dropshipping, tu peux aussi faire 6 300 € par mois facilement. Mais juste être aveugle sur ces opportunités qui sont simples et qui se présentent à toi tous les jours, bah, c'est juste un peu de la débilité française. Ouais, ouais, après c'est juste, moi pour moi c'est juste cette envie de pas prendre de risques en fait. Moi je le vois avec des gens qui sont dans mon entourage et
je parle avec eux, mais en fait, je me verrai pas faire du business avec eux, malheureusement. Parce qu'en fait, eux, ils sont dans cette matrice de je me prends pas la tête, je fais ce qu'on me dit, et puis adviendra que pourra. Tu vois, Ouais. genre, je vais à la salle, je fais mon riz, mon poulet, ma prise de masse, je vais dormir le lendemain, j'exécute ce que mon patron me dit. Et en fait, il y a tellement de gens qui sont dans ce cercle et ce milieu-là qu'en fait, ben, on en a pris une généralité et on te dit de faire pareil, alors qu'en fait, c'est pas du tout. Genre, moi, je me suis lancé, du coup, ben, pour moi, dans l'OFM, ça m'a pris quoi 3 mois pour avoir les bonnes informations. J'ai pris un accompagnement, il m'a servi à rien. L'accompagnement, je me suis fait niquer. Mais ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier et de me lancer. Ouais, j'ai dépensé 1500, mais au moins, je me dis, putain, faut que je me bouge, tu vois, pour les refaire. Alors que les trois quarts des gens vont te dire, ouais, 200 balles, c'est énorme. 200 balles, 300 balles, c'est énorme. Alors que moi, j'ai lâché 1500, ça n'a pas marché, je me suis fait niquer. Mais au moins, je me dis, putain, mais ça m'a mis le pied à l'étrier, je vais lancer, je vais le faire. J'ai eu quelques infos, je vais en chercher. Je me débrouille parce que je sais que au début, on va me critiquer, mais après, quand j'aurai mon heure de gloire, parce que tout le monde a son heure de gloire, quand j'aurai mon heure de gloire, on viendra me demander des conseils. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je serai déjà en train de faire entre 5 et 10 cas par mois. Et eux, ils seront là, oh, comment tu fais pour sortir de ton CDI? Bah, tu vois, quand tu te foutais de ma gueule, moi, j'étais en train de passer à l'action. Maintenant que entre guillemets, j'ai une liberté financière, géographique et temporelle, tu viens me demander conseil. Mais désolé, j'ai plus ce temps pour toi, tu vois. Donc, en fait, au lieu de te moquer, tu aurais dû venir avec moi. Mais tu as préféré rester dans ce confort, ce que je peux comprendre aussi, tu vois. Il y en a qui préfèrent et je comprends totalement. Pour moi, le meilleur tips business, après tu me donneras le tien, mais j'avais vu ça, je sais plus si c'était pas sur une vidéo d'Alex Hormozy, ou je sais plus qui exactement. En fait, c'est que si tous les jours tu show up, que tous les jours tu te présentes et qu'en fait tu es prêt peut-être à accueillir l'opportunité, parce que les opportunités, il y en a tous les jours, il y en a toutes les heures, il y en a qui tombent toutes les semaines et des plus ou moins grosses. Mais en fait, si tous les jours tu te montres au travail et que tu es prêt à laisser l'opportunité tomber dans tes mains, il y a forcément un jour où elle va tomber sur toi. En fait, c'est pas possible de se la donner tous les jours, travailler comme un gros chien et ne pas pouvoir tomber sur une opportunité ou tomber sur un bon coup, sur une bonne association. Peut-être que l'opportunité, ça va être juste de rencontrer une personne qui va te faire rencontrer une autre personne qui va t'aider à lancer ce projet que tu avais en tête depuis je sais plus combien d'années. Mais si tous les jours, en fait, tu te mets dans les conditions nécessaires pour que l'opportunité tombe sur toi, il n'y a aucun monde où ça marche pas. Moi, j'ai vu toute la période où j'avais arrêté d'entreprendre. Tu vois, c'était, je pense, ça fait peut-être un an à peu près que j'avais stop, jusqu'en novembre 2025, là où j'ai repris les SAS, du coup. Pendant cette période-là, c'était impossible que n'importe quelle opportunité tombe sur moi. Même quand j'avais 16 ans, quand je me retrouve à faire des lives sur Instagram avec Marvin Ndiaye, avec Mister Dreamax à 16 ans, là, par exemple, tu vois, tous les jours, je show up, tous les jours, je laisse l'opportunité qui peut éventuellement tomber dans mes mains. Mais quand tous les jours, je branle rien et qu'éventuellement, il y a peut-être quelque chose qui va tomber, non, c'est une bulle spéculative. Mais par contre, si tous les jours, tu es là, tu te la tabasses au taf, il n'y a aucun monde où ça marche pas. Même, je trouve qu'il faut se créer des opportunités, quel que soit le business que tu veux faire. Alors, je sais pas si tu vois, moi je regarde beaucoup TikTok parce que c'est vrai que, à part le taf, soit je joue à la play, soit je fais TikTok. Genre, je suis un gros glandeur. Mais c'est une qualité aussi parce qu'en soi, ben, du coup, ça veut dire que je délègue beaucoup mon travail et du coup, ça me permet aussi de scaler de mon côté quand j'en ai besoin, tu vois. Et en fait, je regardais TikTok et en fait, il y a un mec, je sais pas si tu vois, il vend son bissap. Genre, un mec à Paris, il va sur des places. Devant des hôtels assez luxueux, parce que du coup, c'est des gens qui ont de l'argent qui vont là-bas. Il vend son bissap et il dit ouais écoute goûte le bissap, fais une vidéo et tout nanana. Et en fait il va chercher du coup les gens. Ok, peut-être qu'il a une manière un peu, comme diraient certains, agressive, mais il est opportuniste. Et le truc c'est qu'en fait il fait goûter, il prend la vidéo avec eux et ensuite il prend le contact. Sauf qu'en fait tous les gens à côté sont des PNJ et ils sont là, oh le mec il est là, il vend son bissap, il force. Il suffit qu'il tombe sur la bonne personne au bon moment et on va dire ouais il a eu de la chance. Il a créé cette chance, il est venu la chercher, il est venu à cet hôtel à ce moment-là, Bien sûr. depuis je ne sais combien de temps, en train de donner son bissap et de dire vas-y fais une vidéo, fais une vidéo, fais une vidéo. Même lui, ça lui rapporte des contacts qui lui rapporteront du coup potentiellement d'autres contacts et des opportunités derrière. Mais pour moi, les gens qui veulent pas se lancer, je peux comprendre aussi dans le sens où t'as pas envie de te prendre la tête. Psychologiquement, quand tu te lances, bah ouais, c'est sûr que ça te travaille tous les jours. Mais moi, je dors, je suis en train de me dire, putain, mais attends, comment je pourrais optimiser le trafic sur Insta, sur Thread? Et j'ai la tête, elle est en pareil. feu. Je me couche, c'est 4h du matin, je suis en mode, putain, vas-y, mais ferme-la, dors, tu vois, genre, arrête de réfléchir. Je peux pas. Mais je peux comprendre aussi le fait que le mec ait pas envie de réfléchir. Au moins, il dort tranquille. Mais moi, ça me Tu fait vois. penser de fou quand tu disais, tu vas aller se créer des opportunités. J'avais voulu payer un mentor, tu vois, on avait discuté un peu sur WhatsApp. Il m'avait dit, ouais, ton SaaS, si je le monte pas à 50 000 de MRR, je suis un peu gay.
Moi, ça m'avait fait rire. Après, je lui avais dit, ouais, ok, peut-être. Mais après, si mon SaaS, il est pas voué à les monter à 50 000 d'MRR, bah, ok, c'est comme ça et c'est pas grave. Et lui, il m'a dit, non, 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 il n'y a pas de destin. C'est nous, on va forcer le destin. À Oui, c'est partir du ça. moment où il m'a dit ça, je me suis dit, ben, mec, en vrai, il a peut-être raison. Et je me suis dit, si pour l'instant, ben, je suis à 5000 de MRR sur le SaaS, ben, je vais essayer de doubler mes actions. Par exemple, si je poste une vidéo par jour, ben, je vais peut-être monter à 2, 3 vidéos par jour. Et si du coup, je poste beaucoup plus de contenu, j'aurai beaucoup plus de trafic. Si je double mes actions, ben, j'aurai mes résultats qui vont éventuellement doubler s'il y a une corrélation, tu vois. Et du coup, en fait, vouloir juste forcer ce destin, comme tu dis, en créant les opportunités, je pense que c'est vraiment le tips pour passer de 1 à 2. Après, pour passer peut-être de 2 à 5, tu vois, il faut voir plus grand, essayer de prendre du recul sur ce que tu fais et d'avoir une vision extérieure. Mais la première chose, c'est d'aller créer les opportunités. Et comme tu disais pour le mec là qui allait voir pour faire son biceps, je sais pas quoi, en fait, au début, et c'est pareil pour tous ceux qui veulent se lancer, c'est quoi? Je peux pas créer un compte Insta, je peux pas créer un compte TikTok, je peux pas créer une chaîne YouTube, je peux pas me prendre en photo pour envoyer un graphiste pour qu'il me fasse les miniatures de ma chaîne parce que c'est gênant. En fait, tant que pour l'instant ça marchera pas, ce sera gênant. Mais le jour où tu vas avoir une vidéo qui va péter, qui va faire 500, 600, 1 million de vues, bah là par contre ça va plus être gênant. Là tu vois les gens ils vont un peu idolâtrer à faire ah ouais mais en fait ça marche. Tant que ça marche pas c'est gênant. Le jour où ça marche c'est incroyable. Et ça c'est dans la tête de tout le monde. Et ça Alors que sera, c'est incroyable dès le premier jour. C'est un process, c'est incroyable. oui, ça sera ton heure de gloire à ce moment-là, parce que tout le monde, on est tous au même piédestal. Et en fait, il n'y a que celui qui va entreprendre, qui va entre guillemets être jugé, parce qu'il est du coup différent des autres. Et c'est pour ça qu'en fait, ben, la mentalité du coup française est un peu nulle par rapport à l'entrepreneuriat et tout ce qui est investissement, tout ça. Parce qu'on va te dire quoi? On va te dire, ah, tu vois, t'as pas réussi, t'es comme nous. Ah mais vraiment. Mais il a tenté, tu vois. Et le jour où ça va marcher, les mecs ils vont le voir. T'as fait comment? Tu peux m'aider? Ben non. Parce que le jour où j'ai échoué, t'as dit que j'étais comme toi. Et quand j'ai réussi, tu dois être comme moi. Alors que tu t'es entre guillemets foutu de ma gueule, tu Ouais, vois. non, bullshit. C'est la mentalité française, malheureusement. Et c'est pour ça que Et tu sais, moi j'aimerais partir aux États-Unis. C'est mieux, c'est plus ouvert d'esprit. Il y a de tout là-bas. l'exemple concret de ce que tu es en train de dire, je l'ai vécu quand je suis rentré au lycée. C'est que tu vois, quand j'étais en quatrième, troisième, en fait, j'ai toujours été dans la création de contenu. Et mon rêve, quand j'étais en quatrième, troisième, c'était de devenir youtubeur et streamer. Du coup, bah, j'avais une chaîne YouTube, je postais des vidéos, je faisais des lives et tout, je jouais aux jeux vidéo, je faisais plein de trucs. Un peu le rêve de tous les gamins, tu vois, qui étaient au collège. Et sauf que j'étais un peu le seul à faire ça parce que du coup, c'est pareil, personne ne voulait vraiment y mettre du temps. J'y mettais du temps, mais j'y mettais aussi surtout de l'argent. Tu vois, les miniatures, les montages, ça se payait pas tout seul. Et pourtant, je gagnais 0 €, mais c'était vraiment du pur kiff. Du coup, je faisais ça, quatrième, troisième, mais je faisais vraiment de bons concepts, tu vois. Un jour, j'avais privatisé une pizzeria, j'étais allé bosser avec les pizzaiolos pour faire genre un peu comme si j'étais moi-même pizzaiolo et m'incarner un peu dans ce rôle. Et je poste la vidéo et tout, elle marche bien, c'est cool, je kiffais ce que je faisais. Et quand je suis rentré au lycée, bah, au bout de 1, 2 mois, commençait à savoir que je faisais des vidéos. Et là, du coup, ça disait, ouais, je vais faire tourner tes vidéos et tout. Du jour au lendemain, j'ai stop. Et après, tu vois, j'ai toujours voulu garder ce truc de me dire, ouais, mais il faut vraiment que je continue parce que j'avais vraiment un truc avec les réseaux sociaux, avec Insta, avec Twitter, avec bah, YouTube, justement. Et du coup, bah, tôt ou tard, j'ai fini par reprendre. Là, tu vois, maintenant, je crée du contenu axé entrepreneuriat parce que c'est ici qu'il y a mon intérêt et c'est vraiment dans quoi je me vois dans les prochaines années. Mais finalement, en fait, le regard des gens, on en a rien à foutre parce que, comme je disais tout à l'heure, tant que ça marche pas, ce sera gênant. J'avais 1500 abonnés, je faisais des vidéos dans des pizzerias alors que j'étais en seconde, tu vois. C'est normal que les gens ils trouvent ça gênant, mais du coup, bah, par rapport au point de vue des autres, moi j'ai stoppé et j'ai été complètement con. Après, c'est pas de ta faute parce qu'en soi, on a été tous un peu comme ça dans le sens où fais pas ça, regarde comment ils vont te regarder. On a été un peu éduqués comme ça. C'est comme en fait, tu vas mettre un bébé par terre avec un serpent. Si la maman a peur, le gamin va ressentir la peur via sa maman par rapport au serpent. Et quand le gamin va grandir, il va avoir peur du serpent. Alors que le gamin, tu le mets face au serpent, la maman, tu la mets autre part, le gamin n'aura jamais peur. Genre, Belle il n'aura pas analogie. peur. C'est en fait ce Ouais. qu'on t'inculpe et ce qu'on te donne quand t'es petit. Et si on te dit, fais pas ça, parce que les autres vont te juger. Et s'ils te jugent, ben en fait, tu vas discriminer. Si tu vas discriminer, tu vas être rabaissé. Si t'es rabaissé, t'as pas d'amis. Si t'as pas d'amis, tu vas arriver à faire quoi dans la vie? Rien. Tu vois, c'est un cercle vicieux, en fait, que les gens, entre guillemets, ils te font vivre. Et c'est pour Mais ça que c'est parce que super eux l'ont important. vécu et eux l'ont reçu aussi. C'est, enfin, c'est malheureux, mais si, entre guillemets, toi, tu veux changer, on va te trouver différent. Mais après, c'est comme ça. Et le jour où ça marchera pour toi, comme là, à l'heure actuelle, ben, les gens, ils vont te demander conseil. Puis après, ils vont Mais te bien dire, ah, sûr, comment t'as fait? bien sûr. Mais Il y a le jour quelques où t'as personnes commencé, qui me suivent sur Insta parce que du coup ils vivent dans la même ville que moi qui veulent se lancer. Mais je comprends pas qu'en fait il n'y en ait pas tellement plus. Parce que l'opportunité elle est dingue. J'ai le même âge que tout le monde. L'an dernier j'étais au même lycée que tous. Et finalement bah, je suis le seul à avoir une situation qui est un peu en train de changer, tu vois. Mais c'est réel ce que tu dis. C'est que en fait ça dépend beaucoup de l'environnement. Et si tu arrives à te créer un environnement qui est propice à la réussite, bah, il y a beaucoup plus de chances que tu réussisses. Et c'est là aussi qu'il y a
ceux qui grandissent dans des familles avec des parents entrepreneurs ou qui tentent de faire des choses, qui essayent, qui échouent, qui se loupent, qui se foirent, ou alors même qui vont avoir beaucoup de réussite, bah, ils ont beaucoup plus cet esprit qui est voué à réussir, à vouloir essayer de choses. Et bah moi, en vrai, je pense que c'est aussi une chance et une qualité que j'ai, c'est que même mes parents, tu vois, mon père, il est un peu dans l'entrepreneuriat, enfin, en gros, il gère une boîte. Et du coup, bah, moi, derrière, bah, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais essayer. Et puis après, je suis tombé sur ces vidéos de business en ligne, je me suis dit, ah, bah, c'est peut-être l'opportunité pour que moi aussi j'essaye. En fait, d'avoir cet environnement, je sais que j'ai beaucoup plus le profil adapté pour essayer d'entreprendre qu'un mec qui a deux parents CDIsés ou alors qui sont juste des personnes classiques et qui sont pas du tout avec cet esprit-là d'entrepreneur. Mais ton environnement crée un peu ce que tu deviens, je pense. Ouais, parce que moi, je le vois de mon côté. Genre, au début, j'étais vraiment un PNJ. J'étais en mode, vas-y, frère, je vais rien faire de ma vie, tu vois. Parce que du coup, ben, je traînais avec des gens. Avant, je fumais, tu vois. Et le jour où, en fait, le déclic, ça a été vraiment quand mon pote m'a réveillé à 8h30 du matin à m'envoyer un message. J'avais pas mon téléphone en silencieux. Il me dit, ouais, viens, on prend nos places. J'ai dit, mais frère, qu'est-ce que tu me racontes? Genre, les places de quoi? Il me dit, ouais, les places du marathon de Paris 2025. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je cours pas. Je fume, mais vraiment, je fumais genre une dizaine de clopes par jour. Je courais pas. Je faisais rien. Et là, je me dis, vas-y, pourquoi pas? Bon, je paye 125 balles. Déjà, ça me fait mal parce que du coup, ben, j'avais pas d'argent à ce moment-là. Et là, ben, c'était en avril. Et là, du coup, en octobre, je me dis, ah ben, il serait peut-être temps de commencer, tu vois. Alors, je commence, je m'entraîne. Et en fait, c'est là où je me dis qu'en fait, je suis capable d'être discipliné. Et si je suis capable d'être discipliné pour courir, alors que c'est un truc tout bête, pourquoi je peux pas me bouger le cul et faire autre chose de plus, tu vois? Et en fait, j'ai fait un petit peu de création de contenu sur la course à pied. Et ça marchait pas tant que ça. Parce qu'en fait, en France, dès que tu fais un peu de sport et que tu donnes des conseils, on vient direct te tacler. Donc, j'ai eu beaucoup de critiques, mais je m'en foutais, je continuais et tout. Et le jour, c'était le 11 avril, le jour de l'anniversaire de ma mère. Le jour où j'ai fait le marathon. Mais alors là, heure de gloire. J'ai posté une story. J'avais 600 vues sur la story. J'ai pas beaucoup d'abonnés, tu vois, mais 600 vues sur la story. J'avais peut-être une soixantaine de likes, genre c'est énorme. J'ai eu peut-être une vingtaine ou une trentaine de messages en mode ouais, bien joué, félicitations. Alors que ces mêmes personnes, pendant que je faisais des vidéos pour le marathon, me critiquaient. Ah, il est Mais t'as gênant, le jour de il est gloire, gênant. tu vois. Et c'est ça qui m'a fait le déclic de me dire vas-y, mais lance-toi en fait. Si t'as réussi là, pourquoi tu peux pas réussir ailleurs? C'est vrai que Deux j'avais mois oublié que après, je parlais à un mec qui avait fait le marathon de Paris, genre qui avait monté le Mont Blanc. ouais, c'est ça. Parce que 2 mois après, je fais des vidéos sur. Je continue mon contenu. 2 mois après, on me dit ouais, ton objectif de faire le Mont Blanc en moins de 24 heures, en partant du bas, monter, redescendre en moins de 24 heures, alors que de base c'est en 3 jours avec un guide. On m'a dit ouais, t'es complètement débile. Ma mère, folle, elle me dit non, mais Il fais va pas ça. mourir. Elle m'a dit, non, mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je te paye le guide, je m'en fous et tout, je te paye le guide, mais t'es complètement malade, tu te rends pas compte et tout. J'avais analysé le parcours et tout avec un collègue et on y allait. On a pris le train au premier refuge. 16h45 on part. Le lendemain, 13h45, on avait fini. Incroyable. Terminé. Et quand on l'a fait, pareil, une story, un post, c'est mon heure de gloire. Mais le jour où j'avais annoncé ce projet, on m'a pris pour un fou. On m'a dit, mais t'es complètement con, ça se fait en 3 jours, il faut un guide, nanana. Le jour où je l'ai fait en moins de 24 heures, parce qu'exactement, on a mis 17 heures, enfin, on a fait 17 heures de marche, exactement, on m'a dit, comment t'as fait? Alors qu'avant, on me disait, t'es malade, fais pas ça, t'es T'arriveras débile, pas. prends un guide, prends du temps, il faut 3 jours, t'es pas préparé. On te critiquera pendant ton chemin, et le jour où ça va marcher, ben on va te dire, ah putain, comment t'as fait? Félicitations, c'est bien. Faut pas regarder, faut pas écouter les gens. Surtout derrière un téléphone. Ouais, c'est vrai. Surtout derrière un Ouais, il y a téléphone. trop de gens Ça qui sert sont chez les strictement à rien. Même moi, je le vois avec les SAS. Il y a plein de personnes qui commentent. Même il y a des gens, je pense, des gens de ma ville qui créent des comptes pour pouvoir derrière bah, essayer de blablater sous mes vidéos, tu vois, mais pour se cacher derrière une identité, alors que les gens, peut-être que je les connais, non, ou alors même je les connais, c'est peut-être des mecs avec qui je suis peut-être pote, tu vois, j'en sais rien. Oui, c'est ça. Bon, bref. D'ailleurs, pour finir de parler sur les SAS et pour clôturer ce podcast, tu as une sélection de 8 questions à me poser sur les SAS. Donc du coup, tu vas répondre par vrai ou faux, bien évidemment. Donc, est-ce que tout le monde peut créer un SaaS sans savoir coder? Vrai. Est-ce que le SaaS est le meilleur business long terme? Vrai. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour lancer un SaaS? Faux. Je pense 100 balles, à peu près. Ça va. Même pas, même pas. Tu peux commencer à dev avec ton premier logiciel pour 20 balles. Mais au fur et à mesure, si tu veux un gros SaaS, il va falloir le mettre un petit peu plus. Ouais, c'est normal. L'IA va remplacer les développeurs? Vrai. La plupart des SaaS échouent. Vrai. Tu peux faire 3 000 € par mois avec un SaaS simple. Vrai. Le plus dur est de créer le produit. Faux. Et le SaaS peut rendre libre financièrement. Vrai. Je fais 6 300 € sur le mois dernier, j'ai 18 ans, je suis étudiant. C'est plutôt pas mal.
c'est quand même une belle phrase pour clôturer. Bref, en tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder ce podcast. Et merci aussi à Stan de m'avoir accompagné pour cet épisode. Je pense que j'en referai d'autres. Ça me permet aussi, à moi de pouvoir créer du short format pour mes réseaux sociaux, mais aussi de pouvoir apprendre de nouvelles choses sur des personnes que je connais dans la vraie vie, mais pas forcément sous cet angle-là de projet entrepreneurial. Donc c'est cool, mais en tout cas, merci à tous.